Bonjour, on continue la lecture de notre livre Finances d'entreprise, théorie pratique de l'entreprise tunisienne. Merci de faire un like, appuyez sur la touche de notification et s'abonner à ma chaîne. Merci pour votre soutien. Donc, sixième chapitre, mathématiques financières et principes de calcul actuariel. On est arrivé, on a vu les intérêts simples, comment les calculer. On a vu les intérêts composés, comment les calculer. Puis on a vu le principe de capitalisation d'un capital aujourd'hui, comment on le met dans le futur, quelle sera sa valeur. Le principe d'actualisation d'un capital futur, comment on l'actualise aujourd'hui, quelle est sa valeur actuelle. C'est le principe de capitalisation et d'actualisation. On a vu la valeur actuelle nette, qui n'est autre que l'actualisation de cette valeur future moins son ISE. Et la valeur actuelle nette ne concerne pas que un investissement. La valeur d'un investissement dans le futur, elle concerne tous ces flux annuels et on va voir comment, et c'est une application de ce principe de capitalisation et d'actualisation, évaluation des investissements à annuité fixe. Pour les occasions où vous n'avez pas votre tableur préféré, vous pouvez trouver les formules suivantes utiles pour calculer la valeur actuelle. Et la valeur future, bien sûr. Donc, c'est très simple. Maintenant, les financiers utilisent les tableurs. Ils utilisent principalement Excel, qui est un tableur excellent là où il y a des formules prédéterminées, prédéfinies dans le système. Et tu peux aussi, toi, dans ton tableau, faire ce que tu veux, faire toutes les formules que tu veux, actualiser, capitaliser, calcul des rentes, calcul la somme des rentes, même sur une vingtaine d'années, une trentaine d'années, même sur une centaine d'années. Vous pouvez calculer les valeurs futures et les valeurs actuelles en utilisant les formules d'Excel par un simple clic. Mais il y a des formules derrière, il y a des formules mathématiques qu'on va voir. La valeur future ou la capitalisation d'une rente sur une année à partir de l'année N se calcule de la manière suivante. Donc ça, c'est une rente fixe et sa valeur future, donc elle s'écrit de cette manière-là. Donc valeur future d'une série de cash flow, égale cash flow 1, la première année, nous sommes à l'instant 0. La première année, on aura cash flow facteur de 1 plus u. Deuxième année, cash flow facteur de 1 plus u à la puissance 2. Ainsi de suite, l'année n, cash flow facteur de 1 plus u à la puissance n. C'est donc la valeur future, c'est la somme, c'est une somme. Il s'agit là d'une somme de série géométrique à raison Q égale à 1 plus I et de premier terme égale à CF. La somme Sn d'une série géométrique de premier terme A et de raison Q se calcule suivant la formule suivante. Vous la connaissez en mathématiques, donc les suites géométriques. Voilà la somme d'une suite géométrique, c'est Sn est égal à facteur de 1 plus q à la puissance n sur 1 moins q, 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q. Si on remplace q et a, on aura, donc, on fait un petit jeu de simplification. Donc, Vf est égal Cf, facteur 1 moins 1 plus i à la puissance n, sur 1 moins 1 plus i. Donc, on simplifie le dénominateur, on n'a que i. Et puis, on multiplie le numérateur et le dénominateur par moins 1. On peut le faire ça.
et on inverse le ratio et on aura VF est égal à CF, facteur de 1 plus U à la puissance n moins 1 sur U. C'est la somme d'une suite, la somme d'une unité fixe à cet instant. On peut directement appliquer cette formule, quelle que soit l'unité et le nombre d'unités. Maintenant, la valeur actuelle d'une série CF sur n années à partir de l'année n. Maintenant, on veut savoir la valeur actuelle. Donc, ce n'est pas la valeur future. Donc, on se place à la fin de l'investissement. On a les cash flows prévisionnels, bien sûr, et on veut savoir leur valeur actuelle maintenant sur le marché. Voilà, valeur actuelle d'une série de cash flow. Cash flow 1 sur 1 plus I, plus cash flow 2 sur 1 plus I à la puissance 2, ainsi de suite, cash flow n sur 1 plus I à la puissance n. Dans ce cas, CF est constante. D'où, donc on a la même formule, sauf on met CF en facteur, parce qu'elle est une série de cash flow constants. Il s'agit là d'une somme de séries géométriques de raison Q égale à 1 sur 1 plus I et du premier terme égale à CF. La somme Sn d'une série géométrique se calcule suivant la formule suivante. Sn est égal à facteur de 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q, comme on a vu. Et si on remplace Q et A, on aura donc valeur actuelle est égale CF au numérateur 1 moins 1 plus I à la puissance n sur 1 moins 1 plus I. Pour les deux formules ci-dessus, la somme des séries géométriques peut être exprimée plus simplement par cette formule. Valeur actuelle est égale CF sur I, facteur de 1 moins 1 sur 1 plus I à la puissance n. C'est la formule de calcul d'une valeur actuelle de série de cash flow, donc de cash flow fixe, bien sûr. On va appliquer ce qu'on a vu dans le marché obligataire, comme on a dit. L'investissement dans des nouvelles usines et autres moyens de production nécessite de grosses sommes d'argent. L'entreprise peut les fournir par des fonds propres, l'émission de nouvelles actions, encore le recours à l'emprunt à long terme par le biais de l'émission d'un emprunt obligataire. Le directeur financier doit comprendre le marché obligataire espace de comportement des taux d'intérêt. En effet, on peut facilement comprendre la réaction des taux à long terme face à des taux à court terme élevés ou faibles. On peut aussi voir le comportement d'une obligation, du prix d'une obligation face à une variation du taux d'intérêt. Le marché obligataire est très important en finance parce que c'est le baromètre de comportement des taux d'intérêt. Sur le marché monétaire, le taux d'intérêt est créé sur le marché monétaire de la Banque centrale, mais il augmente, il diminue en fonction de la demande des crédits sur le marché obligataire. C'est quoi le marché obligataire? C'est le marché des emprunts obligataires. Qu'est-ce qu'un emprunt obligataire? L'entreprise peut recourir au financement de ses investissements par des augmentations de capital ou par un emprunt bancaire ou encore par un emprunt obligataire. Un emprunt obligataire, elle les met sur le marché obligataire, la bourse, par exemple 1 million de dinars. Elle divise ça sur un nombre d'obligations, par exemple 10 000, 1 million de dinars sur 10 000, ça fait 100 dinars. Elle dit voilà, j'ai mis un emprunt obligataire d'1 million de dinars. De valeur nominale de l'obligation, une seule obligation de 100 dinars, et j'ai 10 000 obligations que j'ai mis. Tu peux acheter une obligation comme tu peux acheter 10 000 obligations, et elle a une caractéristique, un coupon, c'est le taux d'intérêt, par exemple 7% fois 100 la première année. Vous allez sur 5 ans, vous allez avoir donc un remboursement par exemple de 20 dinars
et 100 dinars fois 7%, 7 dinars de coupon. Deuxième année, vous allez être remboursé 20 dinars plus 80 dinars fois 7%. Troisième année, vous allez avoir 20 dinars moins plus 100 dinars moins 40 dinars, 60 dinars fois 7%, ainsi de suite, jusqu'à remboursement de l'emprunt obligataire. Ça, c'est une catégorie. Il y a une autre catégorie d'emprunt obligataire. Donc, on a un emprunt obligataire d'1 million de dinars divisé par 10 000 obligations, 100 dinars chacune, infini, c'est-à-dire vous recevez chaque année 100 dinars fois 7%, c'est ça, 7 dinars de coupon sur 5 ans. À la fin, vous recevez votre 100 dinars. C'est un moyen de financement de l'entreprise très important qui coûte un peu plus cher, l'emprunt obligataire infini, mais qui permet à l'entreprise de générer du cash, de les placer, d'utiliser ce cash et rembourser à la fin. L'évaluation d'une obligation se fait de la manière suivante. Donc, le B égale R1, la rente, ou le coupon, c'est 1 plus I. Et si R, c'est pas le coupon uniquement, c'est le principal et les intérêts, plus R2 sur 1 plus I à la puissance 2, ainsi de suite, Rn sur 1 plus I à la puissance n. B, prix de l'obligation, R, principal et intérêt des obligations, I, taux d'intérêt d'actualisation. Comme vous pouvez le remarquer, la valeur B est inversement proportionnelle à la valeur du taux d'intérêt. En plus, elle dépend aussi des aires servies par l'émetteur. Considérons deux emprunts obligataires de 100 dinars. Un sur 5 ans au taux de 6% qui rembourse annuellement les intérêts et 1/5 de principal. E2 sur 5 ans au taux de 6% aussi, mais qui rembourse chaque année les intérêts et le principal à la fin, infini. I, 5%. Donc, et ici, le taux d'actualisation, ici, le taux d'intérêt de l'obligation, ça, c'est une chose. Et I, le taux d'actualisation, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Ici, on a fait, grâce à Excel, on a fait ce tableau. Donc, année 1, 2 jusqu'à 5. Capital servi 100 dinars. Donc, chaque année. Capital résident, la première année 400, puis il diminue 300, 200, 100 et 0 à la fin. Intérêt 30, 24, 18, 12, 6, 90. Total remboursement, c'est-à-dire le capital et les intérêts. 130, 124, 118, 112, 108. Valeur actuelle, on actualise chaque flux. On a 513, 410. B de E2, c'est la valeur de l'obligation de E2 est égale, donc 5 fois 6 sur 1 plus I, sur 1 plus 5, 400 fois 6 sur 1 plus 5 à puissance 2, 300 fois 6 sur 1 plus 5 à puissance 3, 200 fois 6, on a 521, 647. Donc, on a ici 521, 647 pour le deuxième. Le premier, c'est 513 et le deuxième, donc 521, 647 et 521, 647. Voilà, 513 et 521 et 513. On remarque ici que le mode de remboursement infini donne un prix d'obligation plus élevé que 1. En effet, plus on rembourse moins, et plus le capital attendu est élevé, et plus le rendement est aussi élevé. C'est un principe très simple. Vous allez emprunter, et chaque fois que vous empruntez et vous ne remboursez pas le principal de l'intérêt, il produit beaucoup d'intérêt. Ça, c'est si tu as un capital de 100 et tu l'empruntes à 3 années et
tu ne rembourses rien la première ni la deuxième année. Ce fonds va produire des intérêts pendant 3 ans. Mais si tu rembourses une partie de la première année et une partie de la deuxième année, les intérêts seront moins. La structure par terre des taux d'intérêt. Voilà ce qui nous amène à réfléchir, sur ce principe-là. On a, dans l'exemple de calcul de la valeur de l'obligation, on a supposé un seul et unique taux d'actualisation. Seulement les taux d'intérêt à court terme diffèrent de ceux à long terme. La relation entre les taux à court terme et long terme s'appelle la structure par terme des taux d'intérêt. Considérons l'exemple suivant. 100 sur 1 plus 1 plus 6% la première année et 100 sur 1 plus 7% la deuxième année. Ce qui nous donne 198,45. Maintenant, si on veut calculer le taux R qui nous permet d'avoir une valeur actuelle égale à 198. Donc, on met, on élimine B1 et on dit voilà, on a les cash flows actualisés ou les rentes actualisées. Je veux quel est le taux qui me permet d'avoir 198 et le taux est égal, si on met ça sur une moulinette, le taux de R est égal à 6,64. Ce taux est aussi appelé taux de rendement interne, TRI, qui n'est autre que le taux d'actualisation qui nous donne une valeur égale à 0. Ou encore le taux de rendement qui, une fois utilisé dans l'actualisation des flux futurs d'un investissement ou d'une obligation, nous donne exactement sa valeur actuelle. C'est la structure par terme. Donc chaque fois que le terme augmente, normalement et théoriquement, le taux d'intérêt augmente. Voilà, c'est ce qu'on a donc démontré ici. Donc on a commencé par 6, puis par 7, et on a trouvé, si on a calculé, le taux de rendement de cette ronde de 2 années, on a trouvé que c'est égal à 6,64%. Maintenant, donc, la porte s'est ouverte à la notion de vanne. On a vu comment la calculer. Le TRI, on a vu maintenant comment la calculer. C'est le taux de rendement, le taux d'actualisation qui nous donne une vanne est égale à 0. On a la vanne qui n'est autre que la valeur actuelle des cash flow moins I0. On met I0 de l'autre côté de l'équation et on a la valeur, quel est le taux qui, si j'actualise les cash flows futurs, il me donne exactement mon investissement. C'est-à-dire, il me donne une vanne égale à 0. C'est le taux de rendement interne. Cette section se base sur les impressionnants résultats Vann et Thierry et leur utilisé dans la finance d'entreprise, évidence de terrain. Ça, c'est un article que j'ai trouvé dans The Journal of Financial Economics de John Graham et Campbell Harvey. C'est deux professeurs. Ils ont fait une étude très intéressante. Donc, cette section se base sur les impressions résultats d'une enquête faite aux États-Unis, parue en 2001, dans un article dans le journal spécialisé de Journal of Financial Economics, théorie et pratique de la finance d'entreprise, évidence du terrain, de John Graham et Campbell Harvey. Dans cette étude, on va examiner la budgétisation de capital, le coût de capital et les structures de capital. Les entreprises questionnées sont au nombre de 4440, comportement 392 CFO, Chief Financial Officer, qui ont répondu aux questions. Cette enquête a été faite en se basant sur un nombre assez important d'entreprises. Elle bénéficie de la rigueur des résultats empiriques sur le plan statistique. Cependant, les enquêtes présentent une faiblesse relative à la non-représentativité de l'échantillon choisi et qu'elle mesure les croyances et non les actions. Au-delà, cette enquête va nous aider à comprendre comment les entreprises opèrent. L'enquête fait ressortir que pratiquement la majorité des entreprises utilisent la valeur actuelle pour évaluer les projets. L'utilisation d'un taux d'actualisation commun
pour toute l'entreprise prévaut à l'utilisation d'un taux spécifique à chaque projet. La taille de l'entreprise affecte significativement la pratique de la finance d'entreprise. Méthodologie, cette enquête a été réalisée grâce au soutien du Financial Executive Institute, qui possède 14 000 membres et 10 étudiants MBA. Le mécanisme de délivrance de l'enquête a utilisé le mailing et le fax. Les enquêtes ont été adressées au CFO des 500 entreprises du magazine Fortune et à tous les membres du FEI. Budgétisation du capital. Plusieurs études ont déjà démontré que l'utilisation du TIRI est plutôt commune à l'utilisation de la VAR, mais dans cette étude, on est allé au-delà de l'analyse valeur actuelle nette vs taux de rendement interne. Il a été question de savoir si les entreprises utilisent la valeur actuelle ajustée, le délai de payback actualisé, l'indice de profitabilité et taux de rendement comptable, une approche de l'indice de revenu par action afin de savoir combien il faut pour que le revenu apporte le prix de l'action. Price earning ratio. C'est simplement en divisant le prix de l'action par le revenu par action. Si une entreprise distribue un dividende sur 5 pour une action qui vaut 17 dinars, il faut 34 années pour payer le prix de l'action par les bénéfices. Dans l'étude, on a révélé que presque 75% des CFO utilisent la VAN et le TRI pour l'analyse des projets. On a aussi remarqué que les grandes entreprises utilisent largement la VAN et le TRI aussi souvent plus que les petites. Les entreprises qui ont des CFO qui ont un MBA sont celles qui utilisent le plus la VAN et le TRI. De plus, celles qui distribuent des dividendes sont plus familiarisées aussi avec l'utilisation de la VAN et le TRI, et celles qui ne distribuent pas de dividendes que celles qui ne distribuent pas de dividendes. Les entreprises publiques ont tendance à utiliser le TRI et la VAN plus que les entreprises privées. La surprise est que l'utilisation du délai de payback vient à la troisième position. Cependant, la littérature financière a presque éliminé cette méthode de budgétisation de capital du fait qu'elle n'intègre pas l'effet temps dans la valeur des flux. Donc, merci pour votre attention et au revoir.